la grande édition du journal. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette grande édition de Journal Magazine de ce dimanche. Nous ferons un tour au Congo central dans la partie magazine pour vous présenter la situation d'un quartier peupleux et en difficulté énergétique. Nos chroniqueurs se sont consacrés cette semaine sur la question du VIH-Sida et sa lutte sous différentes formes, avec un accent sur le sida pédiatrique. Ce sera après cette première partie entièrement consacrée à l'actualité. Bonsoir. Rajeunissement de l'administration publique. L'École nationale d'administration se prépare à recevoir une nouvelle vague d'apprenants. Les candidats, plus de 6 000, ont passé ce dimanche le concours d'admission. Ceux de Kinshasa étaient à l'Institut supérieur de commerce. Emmanuela Commissaire, reportage. Le salut du peuple et la loi suprême, c'est avec détermination que les candidats à l'épreuve écrite du concours d'admission à l'École nationale d'administration ENA RDC édition 2022-2023 ont abordé ce sujet des dissertations. Plus de 6 000 candidats sur l'étendue du territoire national congolais participent à la 8e édition de l'épreuve de l'ENA. À Kinshasa, 4 000 récipiendaires répartis dans 31 locaux ont pris d'assaut l'Institut supérieur de commerce IEC pour passer ce test. Le représentant du vice-premier ministre au ministre de la fonction publique, le directeur de cabinet Toupa Benoît Patrice, a sillonné quelques locaux accompagnés du directeur général de l'ENA pour se rendre compte de l'effectivité de ce concours. Nous voulons avoir une administration rajeunie, mais qualitativement. Et c'est notamment par pareil processus que les gouvernants de notre État, dans le cas d'espèce, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, fondent leurs espoirs pour que l'administration qui est la cheville ouvrière de la République puisse aller de l'avant avec des ressources humaines aguerries et prêtes à affronter tous les défis du développement. La mission principale de l'ENA est d'assurer la formation des agents de carrière des services publics de l'État, assurer la formation initiale et la formation continue des cadres supérieurs de l'administration publique et des différents services publics de l'État, mais aussi de participer au recrutement de hauts fonctionnaires de l'administration publique et des différents services publics de l'État congolais. Le besoin était pressant et la demande encore plus forte proportionnellement à la fréquentation. Les cliniques universitaires de Kinshasa ont désormais une nouvelle morgue construite dans les normes. Le respect de corps sans vie, c'est le maître mot des travailleurs qui tiennent cette nouvelle infrastructure inaugurée par le ministre de la Santé. Regardez. Ça y est, le décor est planté et le ruban coupé. C'est dans la matinée du jeudi 4 août que le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbongani, a, en présence du recteur de l'Université de Kinshasa et du doyen de la faculté de médecine, procédé officiellement à l'inauguration la morgue Homo Centrum et cliniques universitaires de Kinshasa. Satisfait du partenariat Homo Centrum et cliniques universitaires de Kinshasa, le prof Dr Jean-Marie Kayembe, médecin directeur des cliniques universitaires, envie d'autres investisseurs à emboîter le pas. Nous remercions notre partenaire Homo Centrum, grâce à qui l'hôpital s'est doté d'une nouvelle morgue répondant aux standards internationaux. Quant au professeur Dr Roger Mbongo Mwimba, doyen de la faculté de médecine, cette morgue est une opportunité pour les étudiants en biomédical de palper du doigt les services d'ANAPAT. Notre morgue, l'ancienne, avait une capacité de 16 places. Et donc vous comprenez, avec tout ce qu'on a comme blessé, à un certain moment on était débordé, mais avec la nouvelle morgue, je crois que nous allons mieux conserver nos corps et les honorer avant leur enterrement. Ça va servir aussi à la formation de nos étudiants. Parce que jusque-là, nous ne faisons pas l'autopsie. Et pourtant, nous sommes un hôpital universitaire. Je crois que c'est l'opportunité que nous avons de le faire. Et ça va profiter même à nos étudiants. Construite à des normes internationales, rappelons que cette morgue est le fruit d'un partenariat entre les cliniques universitaires et l'ASBEL Homo Centrum, réalisé dans le but de répondre à la demande accrue d'espace à la mort. Le geste posé cette semaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en dotant les basketteurs congolais champions d'Afrique des véhicules a été salué par plusieurs sportifs. Le mécène Santé Moulongoi remercie à son tour le chef de l'État pour cet appui à la jeunesse. Encore une fois, Emmanuela Commissaire. Chose promise, chose due, le chef de l'État a remis les jeeps aux basketteurs congolais
par le biais de son directeur de cabinet, un geste de générosité salué par Hyacinthe Molongoy. Je voudrais vous remercier et en même temps vous féliciter pour la réalisation de votre promesse en tant que sportif numéro 1 au basketteur léopard de la RDC. C'est un honneur de recevoir cette gratification récompensant un travail de longue haleine. C'est à la fois motivant et fidélisant car d'autres fédérations sportives vont emboîter les pas des champions. Ce mécène de la jeunesse et de sport congolais a saisi l'occasion pour soutenir les forces armées de la RDC qui sont au front. Avec la bénédiction de tous les peuples congolais, nos FARDC sont motivés pour défendre l'intégrité nationale. Permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre lutte légitime du retour définitif de la paix et de l'unité nationale. Pour Hyacinthe Molongoy, il est temps d'enterrer les divergences politiques et de manifester le nationalisme et le patriotisme pendant cette période de crise. Tous les acteurs politiques doivent parler un même langage en se serrant les coudes pour barrer la route à l'ennemi de la République. On reste à Kinshasa où plusieurs démunis bénéficient depuis plus d'une année d'une couverture médicale grâce à un partenariat entre la fondation G24 de Jean-Marie Lukulassi et le centre Lisungi. Pendant ce temps, ce regroupement G24 salue la poursuite de la traque de Kuluna à travers la ville de Kinshasa. Sandra Nianki. Il a saisi au passage la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de rendre accessible à tous le soin de santé de qualité à travers la couverture santé universelle. L'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba en est devenu le pionnier au pays en s'associant au centre Lisungi avec la collaboration du ministre Nicolas Kazadi des Finances et Meboji Sangara du Budget sous l'œil bienveillant du chef du gouvernement Jean-Michel Samalukundi. Depuis une année, plus de 25 000 assurés bénéficient du programme Couverture Santé Universelle et peuvent se soigner sans trop de soucis. Il y a peu, l'heure était à l'évaluation de ce partenariat entre Lisungi de M. Braun et la fondation G24. Et les résultats sont satisfaisants. En plus de l'objectif d'atteindre 100 000 Kuluna, l'opération va s'étendre sur toutes les 24 communes de Kinshasa à la recherche de la population la plus démunie pour leur rendre le sourire à travers cette vision du gouvernement traduite en actes par l'honorable Jean-Marie Lukulassi sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le partenariat entre G24 et la police nationale congolaise ville de Kinshasa dans la lutte contre le banditisme urbain, vous le savez, a porté ses fruits. Plusieurs Kuluna ont été transférés à Kanyamakasese auprès du général Kasongo Kabwik du service national, où ils sont désormais utiles pour la société. Dès ce 15 août 2022, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, avec l'appui du général Kasongo Silvano, commence la traque sur l'ensemble de Kinshasa, la capitale, à la quête de Kuluna jusque dans leur dernier retranchement. Les professeurs émérites de la République ont reçu au courant de la semaine qui s'achève de véhicules de main du chef de l'État qui d'ailleurs a salué le travail qu'ils ont abattu des années durant. Le président de la République avait également reçu les lettres de créance de quelques ambassadeurs nouvellement accrédités à Kinshasa. On revient sur la semaine du président dans ce condensé signé Pierre Kibambeso Moïsa. C'est à l'esplanade du Palais du Peuple qu'a eu lieu la brève cérémonie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis 80 véhicules tout-terrain flambant neufs aux professeurs d'université admis à l'éméritat. Apprécié à sa juste valeur, le geste du chef de l'État procède de son souci de revaloriser le métier d'enseignant, en commençant par l'échelon supérieur. Ces professeurs d'université, grands formateurs, arrivés à la fin de leur carrière scientifique, méritent de la nation toute la reconnaissance de leur apport à la formation des cadres. Et puis, la matinée diplomatique au Palais de la Nation, où le président de la République a reçu les lettres de créance des 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie à RDC,
était le premier à être reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa carrière diplomatique débutée en 2003, il a été chef de mission adjoint à l'ambassade d'Italie à Tirana en Albanie et à Kaboul en Afghanistan. Le nouvel ambassadeur d'Italie en RDC est détenteur d'une licence en droit de l'université Luis de Rome avec une thèse en droit international. Reçu à son tour par le chef de l'État, le nouvel ambassadeur du Burundi à RDC, Mwamba Tira Peba, est des professions militaires avec le grade de général de brigade. Chargé des missions au cabinet du chef de l'État burundais, il a assumé auparavant les charges de président de la commission des experts des services de renseignement et de sécurité des États membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il fut aussi observateur militaire au sein de la mission des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. La Zambie sera représentée en RDC par son nouvel ambassadeur Kosita Paulu. Il est licencié en informatique de l'université de Greenwich au Royaume-Uni. Il est aussi détenteur d'un diplôme international avancé en études informatiques au Royaume-Uni. La série des cérémonies de présentation des lettres de créance au chef de l'État s'est clôturée par l'audience accordée à l'ambassadeur de Suisse Jasper Sao, licencié de l'université Humboldt de Berlin. Avant son accréditation à RDC, l'ambassadeur Sao a assumé les fonctions de chef de mission adjoint à Varsovie en Pologne. Depuis 2019, il a été chef de mission à Antananarivo en République de Madagascar. Peu avant de se rendre au Palais de la Nation, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours sensible et proche de la population, est allé rendre les derniers hommages au funérarium de l'hôpital du cinquantenaire à feu Édouard Tanguy Sala, proche connaissance qui a tiré sa révérence le 26 juillet dernier des suites d'une courte maladie. Les derniers hommages du chef de l'État rendus également à feu le colonel Ferdinand Maïna Bachilo, père biologique de Mme Adèle Kaïnda, ministre d'État en charge du portefeuille. Le chef de l'État s'est joint à la famille de l'illustre disparu à la cathédrale du centenaire protestant où étaient organisées les obsèques du colonel Maïna, décédé le 28 juillet dernier à Kinshasa. Les victimes des manifestations anti-MONUSCO à Goma ont été inhumées cette semaine. Vous avez également suivi sur nos antennes les images de la 6e semaine industrielle de la SADC ou encore les informations sur les récentes attaques de position des FARDC par les rebelles du M23. Toto Célestine Sungu revient dans ses documents sur les faits qui ont marqué la semaine qui s'achève. Quelques faits ont défrayé la chronique en cette semaine qui s'achève. La ville de Goma a rendu hommage aux victimes des manifestations contre la présence de la MONUSCO sur le territoire congolais. Autorités politico et militaires, la société civile et toutes les familles éplorées se sont retrouvées sur un même lieu pour honorer la mémoire de ces Congolais. Après plus de 20 ans de la présence de cette instance des Nations Unies, le bilan est bien mitigé en termes de lutte contre des groupes armés. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait échec à une tentative du M23 et ses alliés. Le commandant du secteur opérationnel de cette province a quitté son quartier général pour Rutshuru afin d'échanger avec les unités engagées au combat. Toujours dans le même registre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rencontré les députés nationaux élus de la province du Nord Kivu. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire caractérisée par de manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines sur le départ de la MONUSCO. Pendant ce temps, à Kassindi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé une mission interministérielle au cours de laquelle il a condamné les drames qui se sont déroulés sur place. Le Premier ministre Sama Lukonde a ouvert à Kinshasa la 6e semaine annuelle de l'industrialisation de la SADC. Objectif poursuivi, la promotion de l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive. La célébration de la journée nationale des parents vivants
et des morts. L'état de nos cimetières où reposent les morts laisse à désirer. Profanation de tombes ou de constructions anarchiques dans plusieurs cimetières de la capitale. Durcissement de la mesure des médecins dans tous les hôpitaux du pays devenu monnaie courante malgré la division au sein de la corporation entre Simeco et Sinamed. Les produits agricoles congolais sollicités sur le marché à l'échelle mondiale pour ses qualités purement bio et naturelles. L'État de Maryland aux États-Unis encourage les entrepreneurs congolais à saisir cette opportunité pour des échanges commerciaux à l'importation et exportation. Les 200 délinquants arrêtés à Kolwezi dans la province du Lualaba ont été intégrés dans le groupe pour une reconversion mentale et formation à la vie citoyenne. Ils ont été accueillis chaleureusement par les ex-Kuluna trouvés sur place à Kanyama-Kasese. Pour terminer, une mauvaise nouvelle. La radio-télévision nationale congolaise est en deuil. La semaine qui vient de s'écouler, la radio-télévision publique vient de perdre 2 de ses agents, toutes de la direction des informations télévisées. Il s'agit de Zizi Lopez Kakouba Loris et Pauline Kaboku. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement. Elle est bâtie sur des roches et caractérisée par une activité de la population qui se résume en 3 verbes, monter, descendre et transpirer. La ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, n'est pas qu'une belle ville montagneuse. Plusieurs de ses quartiers, comme Kiwewe, sont privés d'eau et d'électricité, une problématique qui freine le développement de ce coin en croissance démographique en flèche. Suivez ce dossier de Pierre Mbouyo Saïdi. Tu es dans la commune de Nzanza, l'une des 3 municipalités que compte la ville portuaire de Matadi au Congo central. Ce faubourg, qui est connu sous la dénomination de Biwewe, est une périphérie qui se trouve en aval du célèbre site touristique Belvédère et il est borné par la jonction des eaux du majestueux fleuve Congo avec la rivière Pozo, un coin qui est victime d'un enclavement territorial criant. Nous souffrons par manque de voies d'accès. Les véhicules n'arrivent presque pas à Biwewe et les motocyclistes ont du mal à emprunter cette route qui va jusqu'au rond-point Belvédère. Depuis Mvoadou, je fais les pieds avec mon colis sur la tête. Quelle souffrance! Cette route qui avait reçu le chef de l'État se détériore au jour le jour. On a du mal à atteindre l'autre côté du quartier. Cette bourgade surpeuplée comprend 4 quartiers, Nzingalutete, Ntsakalantimba, Dibouansakala et Banana. Et chaque quartier compte 4 cellules, dont les plus célèbres sont Tsele, Doukou, Télévision et Artisane. Chaque cellule a 18 avenues et chaque avenue compte une trentaine de parcelles. Avec ces statistiques foncières et territoriales, Biwewe qui compte l'une des fortes densités croissantes de Matadi, mais vit un contraste énergétique très paradoxal, car situé à quelques encablures de la centrale hydroélectrique d'Impozo, c'est quoi un sérieux problème de dessert en eau potable et connaît un délestage électrique. Quartier Biwewe, il y a quelques quartiers qui est vraiment en souffrance, quartier qui est vraiment reculé. Dans ces quartiers, nous n'avons pas de route, pas d'eau, pas de courant stable, une situation qui cause une insécurité. Nous lançons un cri d'alarme. Le gouvernement congolais au niveau central, mais aussi le gouvernement provincial. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas d'infrastructures de base conséquentes. Une difficulté sociale contournée par un avantage de la nature. Ici à Doukou, s'il n'y avait pas cette source d'eau, nous allions souffrir. Cette eau nous aide énormément, mais elle est insalubre. Ces puits desservent 4 quartiers, mais il est situé dans un endroit où l'eau est vraiment très sale. Face à tous ces problèmes sociaux, les autorités politico-administratives de Matadi et du Congo central s'engagent à redorer les blasons pour le désenclavement des Biwewe.
présence ici est que le début du lancement de beaucoup d'œuvres qui vont suivre pour améliorer et moderniser la ville de Matadi. Je me dois d'encourager toutes les initiatives qui s'inscriront dans la ligne fixée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, selon qui le peuple passe avant tout. Mis par la volonté et la détermination de m'inscrire dans la dynamique de la vision de chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que l'intérêt du peuple passe avant tout, considérant les sollicitations de la population. Et face à mes responsabilités, j'ai dû inscrire la réhabilitation de cette route parmi les priorités. Hormis Biwewe, la ville portuaire de Matadi compte beaucoup d'autres quartiers similaires dus à une démographie très croissante dans cette partie de la province du Congo central. L'invité de ce journal, c'est M. Don Israël Hubert Mbouyi. Il est porte-parole du Club national des sous-traitants. Bonsoir et bienvenue, M. Mbouyi. Bonsoir, M. Patrick Michel. Alors, avec vous, nous allons justement parler d'un sujet qui vous est familier, la sous-traitance. D'ailleurs, j'ai une toute première question. Cela fait exactement 5 ans depuis que la loi sur la sous-traitance a été promulguée. Si vous est demandé sur ce plateau de dresser un petit bilan en quelques mots, que diriez-vous? Le bilan est mitigé, catastrophique, ça frôle. Et aujourd'hui, nous avons tous convenu que ça ne marche pas. Étant congolais, nous avons tous l'obligation de nous serrer les coudes et d'essayer de regarder dans une même direction pour que nous changeons la tendance. Car tous, à une certaine mesure, sommes fautifs. Le gouvernement central, les gouvernements provinciaux, l'autorité de régulation, le ministère des tutelles et même nous les sous-traitants, nous avons failli quelque part. Ici, c'est le temps de nous serrer les coudes, de regarder vers l'avant pour que nous changions la donne. En quelques lignes, qu'est-ce qui n'a pas été fait en quelques lignes? La loi n'est pas d'application dans pratiquement 90% des entreprises minières. Je parlais des mines parce que moi-même, je suis sous-traitant chez les miniers. Et aujourd'hui, nonobstant, le président de la République essaie de donner de la voix, mais les choses ne changent pas réellement sur le terrain. Et il y a bien des causes endogènes et exogènes. Et aujourd'hui, nous voulons essayer de recadrer l'histoire parce que le Congo s'approche à l'ère des hydrocarbures et du gaz pour que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas demain. Et justement, puisque vous parlez de hydrocarbures, vous le savez comme nous que les sous-traitants sont maintenant devant un grand marché depuis l'appel d'offres pour l'exploitation de blocs pétroliers. Vous savez également comme nous que Greenpeace a collecté plusieurs signatures pour essayer de contrer un tout petit peu cette action. Quelle est votre lecture? En fait, 5000 signatures pour tout le dire, mais je suis désolé, quand j'ai appris qu'il y a des Congolais qui ont signé cette pétition, je ne sais pas s'ils ont été soudoyés ou quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est que j'essaierai de dire à ceux qui nous entendent, ceux qui nous suivent, l'extérieur comme l'intérieur, le Congo est un pays souverain. Le cuivre du Haut-Katanga, le cobalt du Lualaba, le lithium du Tanganyika, le diamant du Kasaï, le coltan du Grand Kivu sont nôtres. C'est à nous de décider quoi en faire. Certes, le Congo n'est pas du tout un État voyou. Nous allons respecter et honorer les engagements que nous avions pris auprès des partenaires et nous allons le respecter. Moi, je le crois du fond de mon cœur. Mais il est judicieux ici même d'essayer de dénoncer la mauvaise foi de certains partenaires, presque la quasi-totalité, alors que le taux carbone se négocie à 35, à 50, voire à 100 ailleurs. On nous impose au Congo le taux de 5 $, le taux de tonne carbone. C'est eux qui polluent l'atmosphère, c'est eux qui détruisent la terre et c'est les Congolais qui doivent en payer les frais. Non, nous allons exploiter notre gaz et notre pétrole. S'ils ne veulent pas que nous le fassions, ils n'ont qu'à acheter le taux carbone par exemple à 100 $. Ainsi donc, le gouvernement peut rediriger cet argent à développer l'entrepreneuriat et à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Là, vous avez parlé de miniers tout à l'heure, Monsieur Israël Hubert. On sait que dans un passé très proche, les miniers n'ont pas respecté certaines clauses. Mais est-ce que vous pensez que les pétroliers qui vont arriver vont le faire à leur tour? Oui, monsieur. La loi, la 17/001 du 8 février 2017, elle est postérieure à l'exploitation industrielle minière privée congolaise.
Les miniers sont arrivés, ils ont implémenté un système, des habitudes qui les a pris tout à fait plus de 10 ans. Je suis australien, j'appelle mon cousin sud-africain, nous venons au Congo, nous exploitons, lui sous-traite pour moi, je deviens milliardaire et lui est millionnaire. Je suis chinois, j'amène mon cousin taïwanais, nous partons au Congo, nous faisons des millions, ainsi de suite pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce que la loi est arrivée. Quand la loi est arrivée, c'était pas donné d'avance pour que ces gens changent leurs mauvaises habitudes et s'imprègnent à la nouvelle façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, ici même est présent avec l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pétrole et le gaz, c'est une actualité au Congo. C'est à peine que le Congo s'ouvre à ce secteur. C'est ainsi que nous lançons l'appel au gouvernement. Nous lançons l'appel à quiconque nous entend. En premier lieu, aux premiers citoyens du pays. Ces gens qui doivent venir prendre part à cet appel d'offres des 27 blocs pétroliers qui sont sur la table en ce net moment, ils doivent le faire avec nous. Il n'y aura pas de l'exploitation pétrolière sans la sous-traitance. Sinon, le président de la République se contredirait. Il veut des millionnaires. Oui, Dubaï a fait ses millionnaires. Les Émirats arabes unis ont fait leurs millionnaires avec le pétrole et le gaz. Il est grand temps pour le Congo, pour que le Congo fasse ses millionnaires avec le pétrole et le gaz par le truchement de la sous-traitance. Donc nous sommes ici, nous sous-traitons, nous nous préparons en conséquence. Je vous informe d'ailleurs, notre club national des sous-traitants, nous sommes en train de nous préparer financièrement pour que nous fassions face à ce défi, pour que nous relevions le défi. Et techniquement, nous sommes en train de nous préparer. D'ailleurs, je vous informe, il y a des formations qui sont déjà organisées en ce moment. Il y a des jeunes que nous allons envoyer dans les jours qui viennent en Afrique du Sud pour qu'ils apprennent la soudure professionnelle selon les normes internationales dans le secteur du pétrole. Vous voulez donc être compétitif quand justement, nous nous battons pour la compétitivité et nous voulons être à la table des négociations. Donc on ne peut plus cette fois-ci parler de l'exploitation pétrolière et gazière au Congo sans parler de l'apport des sous-traitants. Ils viendront, qu'ils soient arabes, qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois, pour exploiter notre gaz et notre pétrole, vous devez le faire avec la sous-traitance locale. Parce que nous avons suffisamment déjà prouvé aux miniers que nous sommes capables. D'ailleurs, nous travaillons le mieux possible. C'est par mauvaise foi seulement de certains qui ne veulent pas que Messieurs, on se retrouve. Yves Israël Mbouyi, je rappelle que vous êtes porte-parole du Club national de sous-traitants. Votre message est bien passé. Vous voulez bien être sur la table de discussion dès le départ. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et merci d'être passé sur ce plateau de la Radio-Télévision nationale. Merci beaucoup, je vous en prie. S'il faut évoquer la lutte contre le VIH-Sida, les chiffres communiqués ce jour sont très éloquents en termes de résultats obtenus et pourtant dans la vie courante, il est difficile d'identifier ces avancées. Nos chroniqueurs se sont penchés cette semaine sur le sida pédiatrique qui, selon leurs enquêtes, est clairement en stagnation. La lutte contre la Covid-19 aurait occupé tout l'espace. Constance Mandanga. Depuis l'avènement de la Covid-19, les efforts de lutte contre le sida se sont amenuisés. Selon les rapports globaux de l'ONU-Sida 2022, l'atteinte des objectifs fixés dont zéro sida d'ici 2025 n'est qu'illusoire, car les chiffres en disent long. Seulement 35% des enfants vivant avec le VIH ont accès au traitement dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre. 82% des femmes enceintes ont reçu une thérapie. Il y a stagnation préoccupante de la couverture pour la transmission du VIH de la mère à l'enfant au traitement, soit 60% ont accès et 43% des femmes enceintes PVVIH n'ont pas accès au traitement antirétroviraux. La moitié, soit 52% des enfants vivant avec le VIH ont accès au traitement. La couverture pourtant assez bonne, mais où sont ces enfants ? Les données et les chiffres sont éloquents et préoccupants. 250 000 nouvelles infections concernent les adolescents et les jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans, soit 5 fois plus que l'objectif pour 2025. En 2021, ce ralentissement n'a pas touché les deux sexes de la même manière. En Afrique subsaharienne, les adolescentes et les jeunes femmes étaient 3 fois plus susceptibles de contracter le VIH-Sida que les adolescents
et les jeunes hommes de même âge. L'impact du VIH-Sida, selon le sexe, en particulier pour les jeunes femmes et les filles africaines, s'est produit dans un contexte de perturbation des services essentiels de prévention et de traitement et de déscolarisation de millions de jeunes filles en raison de la COVID-19 et d'un pic de grossesse parmi les adolescentes et de violences basées sur le genre. En 2021, pas d'avancée significative dans la lutte contre le sida pédiatrique et 250 000 nouvelles infections au VIH ont été enregistrées chez les adolescents de 15 à 25 ans. Cette situation inquiète et soulève plusieurs questions. Quelle en est la cause? Il semble qu'aujourd'hui, une jeune femme est infectée toutes les 2 minutes au VIH. À cela s'ajoutent les violences basées sur le genre et domestiques, où 20% des femmes disent avoir subi les violences en Afrique de l'Ouest et du Centre. 140 000 décès liés au sida en 2021, soit 3 fois plus susceptibles de contracter le VIH. Il y a lieu de tourner les regards vers les défis à relever car l'approche communautaire est essentielle pour réussir cette lutte, mais aussi et surtout mettre fin aux inégalités et la voie pour mettre fin au sida. Car continuer à vivre avec le sida coûterait plus cher que mettre fin au sida. Cahier de charges contenant quelques commentaires et propositions sur l'exécution des programmes de développement des villes du pays, à l'instar de celui de 145 territoires, sera déposé cette semaine auprès du gouvernement. Il a été conçu par un collectif de députés élus de 33 villes du pays. Les investissements prévus pour les villes dans le budget 2022 faisaient partie de sujets débattus par ce parlementaire. Suivez. C'est un plaidoyer que mènent ces élus du peuple en faveur des 33 villes que compte la République démocratique du Congo. Les villes du pays doivent faire partie des 145 territoires repris dans le programme de développement à la base initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont-ils dit. Dans leur déclaration, ces députés nationaux se sont dit rassurés de leur démarche au profit de leurs électeurs. Face au projet combien louable du chef de l'État en ce qui concerne le développement à la base des 145 territoires, et nous nous organisons pour que les programmes prévus par le gouvernement en vue du développement des 33 villes qui composent la République démocratique du Congo, que ces 33 villes-là aussi soient prises en compte. Et cela en matière d'infrastructures, la voirie urbaine, les infrastructures scolaires, les infrastructures de santé et tant d'autres équipements publics dans nos villes. L'eau et l'électricité, comme vous le savez. Alors nous avons jugé utile de nous organiser pour que le gouvernement puisse nous entendre. Nous savons que le président de la République lui-même y tient et le Premier ministre qui conduit le gouvernement ne va pas laisser ces villes orphelines de projets de développement. À entendre, le député national Déon Koussou, porte-parole de ce groupe de députés, ce programme des 145 territoires ambitieux du chef de l'État vise à sortir 25 millions des Congolais de la pauvreté, dont 10 millions de dollars américains sont destinés pour chaque province. C'est un coup de pouce au développement des villes du pays qu'apporte la fondation Vodacom qui a lancé il y a quelques jours son élan de solidarité qui prévoit la construction des écoles et maternités. La campagne a atteint l'étape du Grand Bandundu. Plusieurs écoles sont programmées pour bénéficier de fruits de cet élan. Emmanuela Commissaire, encore une fois. Dans un futur proche, les provinces du Grand Bandundu vont recevoir de salles de classe numériques rénovées et bien installées. 100 enfants bénéficieront d'une bourse pour couvrir leurs frais scolaires et l'achat de fournitures scolaires dans le cadre de la bourse Vodaéduc. Des bourses désormais à octroyer aux élèves inscrits dans les classes de première primaire jusqu'en 5e des humanités ou secondaires. Cette bourse qui est appelée Vodaéduc s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de ce lancement ici, qui va consister effectivement à pouvoir doter chaque bénéficiaire
d'un montant de 600 000 francs ou 300 $ américains, permettant effectivement à ces bénéficiaires de pouvoir se doter soit des kits scolaires ou encore de pouvoir avec ce montant contribuer efficacement au paiement du Minerva. Il s'agit du 4e élan de solidarité mené par la branche sociale de la société Vodacom Congo. Une action saluée par le représentant du gouverneur du Kwilu à cette cérémonie de lancement. À tous les bénéficiaires des dons Vodacom, je les exhorte de bien utiliser les dons qu'ils recevront en bon père de famille. Une autre action attendue, c'est la dotation en équipement de la maternité de l'hôpital Vanga pour réduire le taux de mortalité de femmes lors de l'accouchement. Pendant 12 mois, 12 régions seront touchées par cette campagne de la Fondation Vodacom étalée sur 4 secteurs, l'éducation, la santé, le bien-être, l'inclusion pour tous. Les régions concernées sont Kinshasa, Congo central, Nord Kivu, Sud Kivu, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Bandundu, province orientale, Équateur, Maniema, Katanga et Lualaba. Parlons un tout petit peu de nous, c'est-à-dire de la RTNC, votre chaîne qui poursuit son processus de rééquipement. Le directeur général Belidé Bunga, qui a reçu le nouveau matériel de l'organe en Belgique, a effectué une visite aux installations de la RTBF qui a bénéficié des équipements du même fournisseur. Jojo Ndibou. Lors de leur séjour à Bruxelles, dans le cadre de la modernisation de la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général ad intérim de la RTNC, Belidé Mbunga, et le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, Nicolas Lionda, ont mis à profit leur séjour à Bruxelles pour visiter la chaîne publique belge, la RTBF, le mardi 2 août 2022. L'occasion était ainsi donnée à la délégation congolaise de s'imprégner du niveau d'équipement et d'organisation de cette chaîne publique belge dont la renommée et le perfectionnalisme ne sont pas à démontrer. Tous les compartiments de la radio et de la télévision belge ont été ainsi visités. Les différents studios de mixage et d'enregistrement avec leurs plateaux ultramodernes dotés des différentes caméras robots, les régies, les impressionnantes installations d'éclairage, les dispositifs d'habillage d'antennes, les dispositifs d'archivage numérique et tant d'autres équipements de technologie de pointe sans cesse renouvelés au gré de l'évolution rapide de recherche dans ces domaines si exigeants de l'audiovisuel. L'opportunité a été aussi donnée à la délégation congolaise de constater que l'actuel partenaire de la RTNC, Studiothèque de Bruxelles, a également fourni plusieurs équipements audiovisuels à la RTBF. Cela doit rassurer le peuple congolais sur la qualité du service que Studiothèque va rendre à la RTNC pour son équipement, d'où le satisfecit exprimé par les deux personnalités congolaises au terme de cette visite très enrichissante. Et après avoir visité Studiothèque, l'arsenal technique, le matériel, le studio qu'il va devoir nous fournir, il fallait que nous puissions voir également le modèle type de certaines télévisions, notamment RTBF, et surtout que le Studiothèque, notre partenaire, a eu à un moment donné également à travailler avec la RTBF, à fournir certains équipements RTBF. Ça nous réconforte justement dans notre conviction que Studiothèque va devoir faire du bon travail chez nous à RTNC. Ça doit rassurer tout notre personnel qui a un œil regardant sur tout ce que nous faisons ici. Et voilà, nous sommes comblés parce que nous avons vu de très bonnes choses et qui nous inspirent énormément pour la suite de ce rééquipement de la RTNC que le gouvernement de la République a décidé de faire pour son peuple. Effectivement, le projet de modernisation de la RTNC a commencé depuis un temps et avec l'autorisation de son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons aussi été supervisés par le Premier ministre qui a donné l'aval au ministre de la Communication de pouvoir manager ce projet. Nous avons eu notre ordre de mission pour ces lieux, pour ce partenaire qui s'appelle Studiothèque. Et au-delà
au-delà des paperasses, au-delà des contrats qui ont été faits, il est important de voir la réalité sur terrain. Aujourd'hui, nous avons constaté que Studiotech n'est pas une boîte d'arrière-maison, une boîte de garage, mais c'est une entreprise structurée, mais surtout qui a des expériences ici en Belgique, ainsi que dans d'autres pays d'Afrique, ainsi que de l'Europe. Il fallait tâter, il fallait voir des visus, ce qu'ils sont capables de faire. Voilà pourquoi nous sommes descendus dans ces lieux. Et le rapport et notre sentiment n'est qu'un sentiment de satisfaction. Et la prochaine étape, nous l'attendons très rapidement et nous ferons notre rapport à la hiérarchie. En politique, le mouvement de solidarité pour le changement de Laurent Batumona était ce samedi en matinée à la Foire internationale de Kinshasa. Il était question de réarmer moralement les militants et cadres face aux enjeux de l'heure. Ndolo Domazou était sur place. Le batteur de tam-tam de la Foire internationale de Kinshasa a été samedi dernier témoin de mobilisation de la population cadre du mouvement de solidarité pour le changement de Lemba, Limité, Mombele, Kingabwa, Kinsenso et Matete. Ces derniers ont répondu présents à l'appel du président national et autorité morale du MSC, Laurent Batumona, le numéro 1 du MSC, dont le parti est allié inconditionnel de l'UDPS Tshisekedi, s'est lancé dans la croisade d'armement patriotique à travers l'ensemble du territoire national. Le président national du MSC a félicité le chef de l'État pour la victoire diplomatique qui a poussé les Nations Unies à pointer du doigt le Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. Pour Laurent Batumona, il faut capitaliser cet atout. Que le chef de l'État, avec son gouvernement, le ministère de la Justice, puisse lancer une requête auprès de la CPI pour chercher à ce que nous soyons dédommagés par rapport aux dégâts que fait le gouvernement rwandais, le gouvernement ougandais. L'autorité morale du MSC a par ailleurs exhorté les retraités militaires, les officiers supérieurs et subalternes à venir servir sous le drapeau pour bouter hors du territoire national les ennemis de la nation. Un accent particulier a été mis sur le développement des infrastructures du pays. Le président de la République s'est déplacé personnellement dans certaines communes de la capitale pour se rendre compte de la modernisation que subit le pays à travers toutes ses réalisations. Les faits sont nombreux et complexes que le sujet est pratiquement dans plusieurs discussions et même celles scientifiques. La problématique du mariage dans le contexte actuel s'est invitée dans une conférence débat tenue avec les chrétiens de l'église Plein Évangile de Kinshasa. Mesdames Bouyal Mangal, qui était sur place pour le compte de la RTNC, nous fait l'économie des avis et commentaires. La société mondiale est en crise. Cette crise affecte de manière particulière l'Occident. La civilisation occidentale, autrefois bâtie sur le christianisme, continue de s'éloigner et de régner ses origines judéo-chrétiennes. Les valeurs d'hier sont aujourd'hui jetées dans la poubelle. C'est le cas du mariage. L'Église est touchée de plein fouet par la perversion du mariage. À l'Église du Plein Évangile, l'on a décidé de scruter les différentes facettes de perception du mariage comme socle de l'humanité. En République démocratique du Congo, le comportement de certains acteurs ecclésiastiques commence à susciter des doutes. Et pour remettre les choses sur les rails, l'Église du Plein Évangile a pris le devant pour susciter une nouvelle prise de conscience. Mais comment expliquer l'intérêt subit autour de ces questions? Les préparatifs de cette réunion fortement spirituelle ont pour source d'inspiration le jubilé du mariage du couple visionnaire. La musique comme vecteur d'une meilleure éducation, c'est sous cet angle que les mélomanes congolais ont reçu le dernier album de l'artiste Juliette Moholé, qui est en featuring avec le célèbre messager de la musique congolaise Jean Goubal Kalala. L'utilisation des enfants dans les groupes armés fait partie des faits condamnés par ces artistes. Kinanga Moussachi. La jeunesse de la République démocratique du Congo crie et réclame en priorité l'accès à l'éducation pour son épanouissement et sa participation citoyenne au développement du pays plutôt que le recrutement forcé dans les groupes armés. Voilà ce qu'ont compris et retenu après analyse deux grands artistes congolais, en l'occurrence Juliette Moholé et Jean Goubal, dans leur démarche d'apporter
leur soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo, dans la guerre noble contre les pays agresseurs et leurs suppôts locaux des groupes armés ADF et M23 entre autres, qui sèment depuis plus de 30 ans maintenant assassinats abjects, viols et pillages des ressources naturelles du pays, dans une indifférence observée chez la communauté internationale. Africa Mkeni doit être célébrée chaque 25 mai parce que c'est une date qui est déjà consacrée à l'Afrique pour que cet événement s'inscrive dans la reconnaissance de l'Afrique comme berceau de l'humanité. Et on boucle ce journal par les images de cet atelier tenu dans le Kasaï, précisément à Tshikapa, sur le coaching, atelier animé par le vice-gouverneur de la province. Le gouverneur de province du Kasaï, Gaston Collet-Chimwanga, a présidé samedi à Tshikapa la cérémonie officielle des clôtures des séances de coaching de 50 jeunes entrepreneurs et 20 formateurs dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'aménagement de la route nationale numéro 1 Tshikapa-Kamosha et réhabilitation des infrastructures agricoles et rurales connexes, qu'un accord d'assistance technique a été signé entre la cellule infrastructure du ministère des infrastructures et travaux publics et le Bureau international du travail au projet d'aménagement de la route nationale numéro 1 section Tshikapa-Kamosha avec l'appui financier de la Banque africaine de développement pour la mise en place de mécanismes durables visant l'amélioration de l'employabilité des jeunes, l'autonomisation économique des communautés rurales, y compris la sensibilisation, la formation, l'organisation des bénéficiaires et l'animation rurale dans le cadre du présent projet. Assoumani Mandebanga, coordonnateur du projet, a au cours de son allocution félicité le jeune entrepreneur formé. Nous avons, Excellence, été très bien impressionnés par le niveau d'assiduité affiché par les jeunes, leur maîtrise des contenus de nos programmes de formation, et nous restons assurés qu'ils vont vraiment défendre les couleurs du Kasaï. Bienvenue Mayimba, l'une des participantes à cette formation, a dans son mot de remerciement souligné que chaque entrepreneur formé est à ce jour capable de trouver une bonne idée d'entreprise, créer et démarrer ou d'améliorer des petites entreprises comme pour créer plus d'emplois de qualité pour les femmes et les hommes. Terminé, Madame, Messieurs, merci de votre attention à cette grande édition du dimanche. L'actualité revient à 23 h avec Peggy Mukunda. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir. Bonsoir. La grande édition du journal.